Une malédiction a frappé la famille Onassis 3 fois en 15 ans, et elle n'a jamais vraiment cessé de courir depuis. Athina Hélène Onassis, dernière descendante vivante d'Aristote Onassis, unique héritière du nom après la mort de son oncle Alexander en 1973 et de sa mère Christina en 1988, vit aujourd'hui presque totalement retirée du monde, à 41 ans, dans une ferme équestre du sud des Pays-Bas, absente des concours qu'elle dominait autrefois. J'ai passé des semaines à recouper plus de 70 sources, archives de presse françaises et grecques, actes de succession, coupures d'époque, pour reconstituer, année par année, comment une fortune estimée à 1 milliard de dollars a fini par ne plus profiter qu'à une seule survivante. On vous a raconté que les Onassis étaient une dynastie flamboyante, la famille la plus enviée de la Méditerranée, avec des yachts, des îles privées, des présidents et des actrices à leur table. Mais entre 1973 et 1988, cette même dynastie a perdu son fils, son fondateur et sa fille unique, dans cet ordre, en l'espace de 15 ans à peine, un héritage qui les a détruits l'un après l'autre, sans exception. Il ne reste aujourd'hui qu'une femme, et une fortune que certains estiment à plusieurs centaines de millions d'euros, que d'autres évaluent au-delà du milliard. L'écart lui-même est un fait révélateur, tant cette famille a toujours refusé de laisser un chiffre définitif circuler sur elle. Ce que je peux vous dire avec certitude, c'est qu'elle a touché la moitié de cet héritage à 18 ans, le reste à 30 ans, et qu'elle a ensuite fait quelque chose que personne n'attendait. Elle a vendu l'île où tout avait commencé. Il y a un endroit précis, un lieu que je garde pour la fin de cette histoire, où sont enterrés ensemble le fondateur, le fils perdu et la fille qui n'a jamais trouvé la paix. Cet endroit existe encore aujourd'hui, mais il n'appartient plus à la famille. Et il y a un geste, posé il y a quelques semaines à peine, que presque personne n'a vu venir, et qui répond peut-être mieux que tout le reste à la question qui plane sur toute cette histoire. Qu'est-ce qui a poussé la dernière Onassis à disparaître complètement d'un monde qu'elle avait les moyens d'acheter entièrement? Tout commence avec un homme qui n'avait peur de rien, sauf de perdre ce qu'il avait construit. Aristote Onassis avait bâti, à partir de rien, un empire du transport maritime et de l'aviation qui s'étendait sur plusieurs continents. Une flotte de pétroliers, une compagnie aérienne, des participations dans des banques, des mines, des propriétés à travers l'Europe. Il avait 2 enfants, Alexander, né le 30 avril 1948, et Christina, née le 11 décembre 1950. Alexander était le fils, celui qui devait un jour reprendre les rênes de l'Empire. Dans les années 1970, tout le monde autour d'Aristote considérait cela comme une évidence tranquille. Le garçon apprenait le métier, s'intéressait à l'aviation comme son père, pilotait lui-même, dirigeait déjà Olympique Aviation et incarnait la continuité d'une fortune que son père avait mis 40 ans à assembler. À la tête d'Olympique Aviation, la compagnie aérienne fondée par son père, Alexander avait déjà passé plus de 1500 heures de vol depuis le début de sa formation en 1967 et se considérait, à 24 ans, comme un pilote expérimenté. C'est dans ce rôle, et non comme simple héritier passif, qu'il se trouve ce matin de janvier 1973. Le 22 janvier 1973, Alexander Onassis embarque à bord d'un avion amphibie Piaggio près de l'aéroport d'Ellinikon, à Athènes, pour superviser un vol d'entraînement avec un pilote candidat qu'il envisageait d'embaucher. Quelques secondes après le décollage, l'aile droite de l'appareil décroche. L'avion s'écrase. Alexander meurt le lendemain, le 23 janvier 1973, à l'âge de 24 ans, des suites de ses blessures. Les enquêtes officielles qui suivirent, menées sur plusieurs mois, concluront que les commandes de l'appareil avaient été mal installées. Aucune preuve, à ce jour, n'a jamais démontré qu'il s'agissait d'un attentat ou d'un acte criminel, malgré les soupçons qu'Aristote lui-même nourrira jusqu'à sa mort, convaincu que la CIA ou le régime des colonels grecs était impliqué, et malgré les rumeurs qui circuleront pendant des décennies dans la presse grecque. Ce que l'on sait avec certitude, c'est qu'Aristote Onassis
Un homme qui avait négocié avec des chefs d'État et des banquiers du monde entier, sans jamais montrer de faiblesse publique, s'est effondré face à ce cercueil. Des témoins de l'époque racontent un homme qui, du jour au lendemain, semblait avoir vieilli de 10 ans. Ce qui frappe, en reconstituant cette période, c'est la vitesse à laquelle le deuil privé s'est transformé en question de succession. Alexander n'était pas seulement un fils, il était l'héritier désigné, celui vers qui pointait tout l'appareil juridique et financier de la famille. Sa mort à 24 ans ne laisse pas seulement un vide affectif, elle oblige Aristote à repenser entièrement l'architecture de sa fortune. Christina, alors âgée de 22 ans, devient du jour au lendemain la seule descendante en position d'hériter de l'essentiel de l'Empire. Elle n'avait pas été préparée à ce rôle de la même manière que son frère. Personne, dans cette famille, n'avait jamais imaginé qu'elle en aurait besoin. Ce basculement, cette redistribution silencieuse du pouvoir vers Christina, se fait dans l'urgence du chagrin, sans plan clair, sans transition organisée. Aristote, déjà affaibli, va passer les 2 années suivantes à réorganiser son testament, à repenser la structure de son empire, à essayer de trouver un sens à cette perte, en créant quelque chose qui porterait le nom de son fils pour toujours. Mais cela, il ne le fera qu'à moitié, car sa propre santé décline rapidement après 1973, et le temps qui lui reste va se compter en mois plutôt qu'en années. La question qui plane sur toute la famille à cette époque, une question que personne ne pose à voix haute, mais que tout le monde pense. Si le fils désigné peut mourir à 24 ans dans un accident resté à jamais entouré de zones d'ombre, qui, dans cette famille, est réellement à l'abri? 2 ans plus tard, presque jour pour jour, la réponse allait tomber sur Aristote lui-même. Le 15 mars 1975, à Neuilly-sur-Seine, en France, Aristote Onassis meurt à l'âge de 69 ans à l'hôpital américain, des suites d'une insuffisance respiratoire liée à la myasthénie, une maladie neuromusculaire auto-immune qui l'avait progressivement épuisé depuis 2 ans. Il avait passé les mois précédents affaibli, mais ceux qui l'ont vu dans les derniers mois racontent un homme rongé par un chagrin qu'aucun traitement médical ne pouvait toucher. Sa mort ouvre un nouveau chapitre, celui où la fortune privée devient une affaire publique, disséquée dans les journaux du monde entier. En juin 1975, le testament d'Aristote Onassis est rendu public. La presse française rapporte alors, sans détour, que la fille du magnat grec devient la principale héritière de la fortune de son père. L'estimation de l'époque évalue l'ensemble de l'Empire à environ 1 milliard de dollars, une flotte qui comptera à son apogée plus d'une centaine de pétroliers et de cargos naviguant sous plusieurs pavillons. La moitié de cette somme est destinée à financer une fondation portant le nom du fils disparu, la fondation Alexander S. Onassis, enregistrée à Vaduz, au Liechtenstein. C'est une décision qui en dit long sur l'état d'esprit d'un père, transformer la perte en institution, faire d'Alexander un nom qui continuerait à exister à travers des bourses, des dons, des œuvres, plutôt que de le laisser disparaître dans le silence. Mais il reste une autre figure dans cette équation, une femme dont le nom seul suffit à transformer n'importe quelle succession en événement mondial, Jackie Kennedy Onassis, veuve d'Aristote depuis leur mariage de 1968. Le 7 mai 1975, un document de 23 pages est signé entre Christina et Jackie. Une offre de règlement qui propose à cette dernière une somme de 20 500 000 $ pour clore toute prétention sur le reste de la fortune industrielle. Mais cette offre ne met pas fin au conflit. Le contrat de mariage entre Aristote et Jackie limitait déjà strictement ce qu'une épouse non grecque pouvait réclamer. Et les avocats de Christina, décidés à protéger l'intégralité de l'empire maritime, contestent chaque clause pendant 2 années entières de bataille juridique. Ce n'est qu'en 1977, après ce bras de fer prolongé, que Jackie Kennedy Onassis accepte un règlement définitif de 26 millions de $ et renonce à toute autre prétention sur la succession. Elle retourne alors à New York, reprend son ancien nom d'usage dans la presse, travaille comme éditrice chez Viking Press, puis chez Doubleday,
et refait sa vie loin du monde Onassis. Elle meurt le 19 mai 1994, à 64 ans, d'un lymphome, et repose au cimetière national d'Arlington, aux côtés de John Fitzgerald Kennedy. Ce règlement, aussi discret qu'il ait été présenté à l'époque, révèle une vérité simple. Dès la première génération, cette fortune est un champ de bataille juridique autant qu'un héritage familial, et il ne se referme jamais vite. Elle ne se transmet jamais sans friction, sans négociation, sans qu'une partie ne doive être écartée pour que l'autre puisse recevoir l'essentiel, un schéma qui se répétera, presque à l'identique, 40 ans plus tard avec Atina elle-même. Ce qui reste, une fois la fondation financée et Jackie Kennedy Onassis dédommagée, revient à Christina Onassis. Elle a 24 ans. Elle devient, du jour au lendemain, à la tête d'un empire maritime, de participations financières dispersées sur plusieurs continents, et d'un nom qui, depuis 2 ans déjà, est associé dans la presse internationale à une série de tragédies. Elle n'a jamais demandé ce rôle. Elle l'a hérité parce que son frère n'était plus là pour le porter, et parce que son père, épuisé par le chagrin, n'a eu le temps de préparer ni elle, ni personne à la suite. Ce qui frappe, en observant cette transition, c'est le silence de la structure familiale autour d'elle. Pas de conseil de famille apaisé, pas de transmission progressive. Seulement une jeune femme de 24 ans, seule au sommet d'une fortune évaluée à $1 milliard. Personne, en 1975, ne pouvait encore savoir que cette même femme allait, 13 ans plus tard, rejoindre à son tour la liste des Onassis emportés trop tôt. Le 19 novembre 1988, dans la région de Buenos Aires, en Argentine, Christina Onassis est retrouvée morte. Elle a 37 ans. 13 ans après avoir hérité de la fortune de son père, 15 ans après avoir vu son frère disparaître à 24 ans, elle rejoint à son tour cette liste qui semble s'allonger sans jamais s'arrêter. Mais pour comprendre comment on arrive à cette nuit de novembre, il faut d'abord comprendre ce qu'avaient été, pour elle, les 13 années précédentes. Christina Onassis n'a jamais eu le luxe de porter cette fortune sans qu'elle ne devienne, presque immédiatement, un fardeau. Dès 1975, elle prend le contrôle des affaires familiales, une position que peu de femmes de son époque occupaient dans le monde très fermé du transport maritime international. Elle apprend vite, elle négocie elle-même certains contrats, elle voyage sans relâche entre Monaco, New York, Athènes, Buenos Aires. Mais sa vie privée devient, presque en miroir de sa vie professionnelle, une succession d'instabilités. 4 mariages en 15 ans. Le premier avec un banquier américain, Joseph Bolker, en 1971, quand elle n'a que 20 ans, une union qui dure moins de 10 mois. Puis un armateur grec, Alexander Andréadis, en 1975. Puis Sergueï Kozov, un fonctionnaire soviétique, en 1978. Mariage qui fait sensation en pleine guerre froide, parce qu'il implique, dit-on à l'époque, des tractations financières impliquant directement le Kremlin. Et enfin, en 1984, Thierry Roussel, homme d'affaires français, avec qui elle aura sa seule fille, Atina, née le 29 janvier 1985 à Neuilly-sur-Seine. Le mariage avec Thierry Roussel ne dure pas non plus dans une forme stable. Les journaux de l'époque évoquent des séparations, des réconciliations, des tensions autour de l'argent et de la garde de l'enfant. Christina, à ce stade de sa vie, est déjà une femme que la presse internationale commente sans grande délicatesse, insistant sur son poids, ses régimes, ses hospitalisations, son rapport compliqué à son image. Ce que peu d'articles de l'époque prennent la peine de noter, c'est la solitude concrète de ces derniers mois. Elle passe l'automne 1988 en Argentine, où elle a été accueillie par sa proche amie Marina Dodero, dans la maison de vacances de cette dernière, au Tortugas Country Club, dans la banlieue de Buenos Aires. C'est là, dans cette maison qui n'est pas la sienne, chez une femme qui l'a vue grandir dans l'univers très fermé de la jet-set internationale, que se joue la dernière nuit. Il est un peu plus de 22 heures, le vendredi 18 novembre 1988. Christina vient de passer la soirée dans un club de campagne voisin, avec des amis, souriante selon les témoins présents,
apparemment détendue, ayant même pris le temps d'appeler sa fille Atina, alors âgée de 3 ans, restée en Suisse avec son père. De retour chez Marina, elle monte se coucher, emportant avec elle un petit sac de toilette où s'entassent plusieurs boîtes de médicaments, dont des somnifères et des barbituriques qu'elle prend depuis des années pour lutter contre l'insomnie et son poids. Elle fait couler un bain, comme presque chaque soir. La maison est silencieuse. Les gardes du corps attendent dans le jardin, à distance, comme on le leur a toujours demandé. Vers minuit, la lumière de la salle de bain est encore allumée, mais plus aucun bruit ne filtre à travers la porte. Personne ne s'inquiète tout de suite. Ce silence n'est pas inhabituel chez elle. Ce n'est qu'au petit matin du 19 novembre, lorsque Christina ne descend pas pour le petit déjeuner et ne répond pas lorsqu'on frappe, que Marina Dodero elle-même pousse la porte de la salle de bain. Elle trouve Christina dans l'eau, immobile, comme endormie, la tête légèrement inclinée sur le rebord de la baignoire. Autour d'elle, sur une petite table proche, plusieurs boîtes de médicaments sont ouvertes. Marina appelle immédiatement les secours, puis compose le numéro de Thierry Roussel, qui prend le premier vol pour Buenos Aires, sans répondre aux questions des journalistes déjà massés à l'aéroport. Les gardes du corps, prévenus en urgence, découvrent une scène qu'ils ne pourront jamais tout à fait raconter de la même manière par la suite. Une femme parmi les plus riches du monde, seule dans l'eau tiède d'une salle de bain qui n'était pas la sienne, à des milliers de kilomètres de tous les endroits où sa vie avait eu un public. L'autopsie qui suit, pratiquée dans les jours suivants, conclut à un œdème pulmonaire aigu, une défaillance cardio-respiratoire sur un organisme déjà fragilisé. Des analyses ultérieures, rapportées par la presse grecque, évoqueront la présence de quantités importantes de barbiturique dans son organisme, notamment un médicament nommé Optalidon, sans que les autorités argentines ne parviennent jamais à établir avec certitude lequel des 4 médicaments retrouvés dans la pièce avait réellement été consommé cette nuit-là, ni dans quelle proportion. Ce n'est pas officiellement un suicide. Ce n'est pas officiellement un meurtre. C'est une mort dont la cause médicale est actée, mais dont le contexte reste, encore aujourd'hui, matière à interprétation. Elle a 37 ans, le même âge où la fortune familiale, qui avait déjà réclamé un frère à 24 ans et un père à 69, referme sa 3e boucle en 15 ans à peine. La nouvelle traverse l'Atlantique en quelques heures. Le Los Angeles Times publie l'information le 20 novembre 1988, un simple article d'agence qui rappelle en quelques lignes l'histoire de la famille Onassis, la mort du frère en 1973, la mort du père en 1975, et maintenant celle de la fille, dernière détentrice directe du nom, à la tête de la fortune. Dans la presse française, plusieurs titres évoquent alors le contraste entre l'ampleur de cette fortune et la solitude de sa fin. Une vie d'une richesse presque incompréhensible pour la majorité des lecteurs, terminée dans l'isolement d'une salle de bain qui ne lui appartenait pas, à des milliers de kilomètres de tout ce que cette fortune aurait dû pouvoir lui offrir. Ce qui frappe, en reconstituant cette nuit du 19 novembre 1988, ce n'est pas seulement la répétition du schéma familial, un 3e membre de cette même famille qui meurt dans des circonstances jamais totalement éclaircies, en l'espace de 15 ans à peine. C'est aussi l'ironie brutale du moment. Christina Onassis, à 37 ans, avait passé plus de la moitié de sa vie adulte à essayer de tenir debout un empire qu'elle n'avait jamais demandé à diriger, sous le regard constant d'une presse qui commentait son corps autant que ses affaires, dans une succession de mariages qui n'avaient jamais tenu la distance. Et au moment où sa vie s'arrête, chez une amie, à des milliers de kilomètres de la Grèce où tout avait commencé, elle laisse derrière elle une fille de 3 ans qui ne comprend encore rien de ce qui vient de se produire. Cette fille s'appelle Atina. Elle a 3 ans. Elle ne sait pas encore qu'elle vient de devenir, dans l'instant même où on lui annonce que sa mère ne reviendra plus, la seule héritière directe de l'ensemble de la ligne Onassis. Le fondateur est mort, le fils est mort, la fille est morte. Il ne reste, au bout de cette chaîne de pertes qui s'est déroulée sur exactement 15 ans, qu'une enfant de 3 ans,
née à Neuilly-sur-Seine, dont personne, en novembre 1988, ne peut encore mesurer ce que cette fortune va représenter pour elle, ni ce qu'il lui faudra traverser pour y survivre. Le nom Onassis, qui pendant 2 générations avait été synonyme de puissance industrielle et de scandale mondain, se retrouve soudain réduit à une seule question juridique et humaine. Comment protège-t-on, comment prépare-t-on une enfant de 3 ans à hériter, un jour, de ce qui a détruit tous ceux qui l'ont précédé? La réponse, dans les années qui suivent, tient en un mot, la discrétion organisée. Après la mort de Christina, la garde d'Atina revient à son père, Thierry Roussel, qui l'élève loin des projecteurs qui avaient dévoré sa mère, d'abord en France, puis en Suisse, à Lucie-sur-Morge, où Roussel s'installe avec Marianne Landage, mannequin suédoise, avec qui il vivait déjà une relation parallèle du vivant même de Christina, et qu'il épousera par la suite. Atina grandit ainsi avec 3 demi-frères et sœurs nés de cette union, Éric Christopher, né en juillet 1985, Sandrine, née en mai 1987, et Johanna, née en juillet 1991, une fratrie recomposée que la presse People documentera peu, conformément à la ligne de conduite adoptée par Roussel. Un détail rarement rapporté à l'époque, mais que plusieurs biographies mentionnent, veut qu'elle ait été baptisée dans la maison même de son grand-père, sur l'île de Scorpios, un geste symbolique qui la relie, dès l'enfance, au lieu fondateur du mythe familial, sans qu'elle en ait, à ce moment-là, la moindre conscience. Mais cette discrétion organisée par le père ne se fait jamais sans friction avec le reste de la famille. Parce que Christina, de son vivant, n'avait jamais totalement fait confiance à Thierry Roussel. Elle avait pris soin de désigner, dans ses dispositions testamentaires, un conseil de 4 administrateurs grecs, Stélio Papadimitriou, Paul Ioannidis, Théodore Gabrielidis et Apostolos Zabellas, chargés de gérer la fortune d'Atina jusqu'à sa majorité, aux côtés de Roussel lui-même. Pendant plus d'une décennie, chaque dépense engagée par le père pour sa fille doit être approuvée par ce conseil. Une tutelle permanente que Roussel contestera à plusieurs reprises devant les tribunaux du Liechtenstein, allant jusqu'à menacer de quitter la Suisse pour Paris afin de peser sur la fiscalité de l'ensemble de la succession. En 1999, un tribunal de Vaduz tranche finalement en confiant l'administration de la fortune d'Atina à la société d'audit suisse KPMG Fides, mettant fin à des années de tension entre le père et les administrateurs grecs. Jusqu'à sa majorité, Atina elle-même ne perçoit qu'une allocation mensuelle, comprise entre 20 000 et 30 000 $, une somme confortable pour n'importe quelle adolescente, mais dérisoire au regard de la fortune qui l'attend, le conseil des banquiers n'accordant qu'au compte-gouttes des fonds supplémentaires pour ses premiers investissements dans l'élevage de chevaux. L'architecture juridique de son héritage, elle, se met en place bien avant qu'Atina ne soit en âge de la comprendre. Le testament d'Aristote Onassis avait prévu une transmission en 2 temps. En janvier 2003, Atina fête ses 18 ans. Elle se rend dans un bureau d'avocat suisse pour recevoir, à ce moment précis, la première moitié de l'héritage laissé par son grand-père, une part que la presse de l'époque évalue très largement, entre 700 millions et plus de 2 milliards de $ selon les publications. Un écart qui illustre à lui seul l'opacité volontaire entretenue autour de cette fortune depuis toujours. Ce n'est pas une remise symbolique, ce n'est pas un chiffre arrondi pour impressionner la presse, c'est un transfert réel d'actifs, géré jusqu'alors par des administrateurs et des fondés de pouvoir qui avaient eu la responsabilité de faire fructifier cette fortune pendant 15 ans, en attendant que la dernière héritière soit légalement en âge de la recevoir. 12 ans plus tard, le 29 janvier 2015, Atina fête ses 30 ans. Elle reçoit, conformément aux termes du même testament, le reste de l'héritage placé en fiducie, environ 800 millions de $, répartis selon plusieurs sources en 300 millions de liquidités, 350 millions en actions de sociétés internationales et 150 millions en lingots d'or. À 30 ans,
Atina Onassis n'est donc plus seulement l'unique héritière du nom, elle est, sur le papier, en pleine possession de l'ensemble de ce que son grand-père avait bâti, de ce que son oncle n'avait jamais eu le temps de recevoir, et de ce que sa mère avait porté seule pendant 13 ans avant d'en mourir. Mais entre ces deux dates, 2003 et 2015, il y a autre chose que des chiffres. Il y a une jeune femme qui, contrairement à sa mère, ne cherche jamais la lumière des projecteurs. Atina grandit avec une passion qui deviendra le centre organisateur de toute son existence adulte, l'équitation. Elle monte, elle concourt, elle voyage de concours en concours, non pas comme une héritière qui s'ennuie et cherche une occupation, mais comme une compétitrice sérieuse, exigeante, qui investit une part significative de sa fortune dans des chevaux, des écuries, des infrastructures d'entraînement. C'est un choix révélateur, contrairement à Christina, dont la vie publique s'était jouée dans les yachts, les mariages médiatisés et les unes de magazines. Atina choisit un monde fermé, technique, où la valeur se mesure en performances sportives et non en apparitions mondaines. Ce qui frappe, en observant cette décennie qui va de ses 18 ans à ses 30 ans, c'est le contraste entre l'ampleur de la fortune qui lui échoit et l'étroitesse volontaire du monde dans lequel elle choisit de vivre. Plusieurs centaines de millions de dollars à 18 ans, 800 millions supplémentaires à 30 ans, et pourtant, aucune des extravagances qu'on aurait pu attendre d'une telle transmission. Pas de yacht médiatisé, pas de mariage filmé par la presse People, pas de déclarations fracassantes. Seulement des chevaux, des concours et un silence organisé qui, année après année, éloigne un peu plus Atina Onassis du modèle que sa mère et son grand-père avaient incarné avant elle. Mais ce silence ne dure pas indéfiniment, sans qu'un événement vienne, à son tour, le rompre. Car si l'argent, à ce stade, a fini par atterrir intégralement entre les mains de la dernière héritière, il reste une question que ni les avocats, ni les fondations, ni les actes notariés ne peuvent résoudre. Ce que cette fortune ne peut pas acheter, c'est une vie stable. Et c'est précisément sur ce terrain, celui du cœur et non celui des comptes, que l'histoire d'Atina Onassis va, à son tour, commencer à se fissurer. Cette fissure porte un nom, Álvaro de Miranda Neto, surnommé Doda dans le monde très fermé du saut d'obstacles. Cavalier brésilien de haut niveau, double médaillé olympique de bronze par équipe, à Atlanta en 1996 et à Sydney en 2000, il croise la route d'Atina sur les circuits équestres internationaux, ce même monde qu'elle avait choisi précisément parce qu'il semblait à l'abri du regard permanent qui avait détruit sa mère. Le 3 décembre 2005, il se marie à Sao Paulo, devant environ 1300 invités, dans une cérémonie où le père du marié conduit la mariée jusqu'à l'hôtel, ni Thierry Roussel ni sa femme n'étant présents ce jour-là. Pour la presse People, c'est enfin l'histoire qu'on attendait. L'héritière discrète trouve, dans le même univers qu'elle a choisi pour fuir les projecteurs, un homme qui partage sa passion plutôt qu'un homme qui convoite sa fortune. 11 ans passent. 11 ans pendant lesquels Atina continue de concourir, de gérer ses écuries en Belgique, de construire une vie qui ressemble, en apparence, à l'antithèse complète de celle de Christina. Mais en mai 2016, elle demande le divorce, après qu'une proche lui a révélé que Doda entretenait depuis plusieurs années une liaison parallèle avec un mannequin belge, une relation qui aurait duré, selon des sources citées par la presse grecque et allemande, plus de 8 des 11 années de leur mariage. Ce qui suit est une bataille juridique d'1 an et demi devant les tribunaux belges, où Doda réclame d'abord une pension de 350 000 € par mois, ainsi qu'un versement unique de 11 millions d'euros, en s'appuyant sur les termes du contrat prénuptial. Le dénouement, en 2017, tourne largement en défaveur de l'ancien cavalier, le tribunal lui accordant, selon plusieurs médias, une somme largement inférieure à ses demandes initiales, de l'ordre de 10 millions de dollars au total, quand il en réclamait plus de 10 fois cette somme sur la seule durée de la procédure. Doda se remariera en 2018 avec Denise Severo, avec qui il aura un fils, puis une fille prénommée Giulia, née en 2023, refermant ainsi, loin des Onassis, la page de ce mariage qui aura été,
un temps, présenté comme celui qui échapperait à la malédiction familiale. Ce qui rend cette rupture différente de toutes celles qui l'ont précédée dans cette famille, c'est ce qu'elle déclenche en parallèle. En 2013, 4 ans avant que son mariage ne se termine officiellement, Atina avait déjà pris une décision qui allait, elle, toucher directement au cœur symbolique de toute la mythologie Onassis. Elle vend Scorpios, ainsi que l'îlot voisin de Sparti, à un ensemble de sociétés agissant pour le compte d'un trust lié à Ekaterina Rybolovleva, fille du milliardaire russe Dimitri Rybolovlev, propriétaire du club de football de l'AS Monaco. L'île privée où son grand-père avait construit sa résidence, où il repose aujourd'hui, où toute la légende de la famille s'était cristallisée pendant des décennies, change ainsi demain pour un montant estimé à environ 150 millions de dollars. Cette vente n'est pas un simple geste patrimonial. Scorpios n'était pas une propriété comme les autres dans le portefeuille Onassis. C'était le lieu où Aristote avait choisi d'être enterré. C'était le lieu du mariage avec Jackie Kennedy en 1968. C'était, dans l'imaginaire collectif construit par des décennies de presse internationale, le symbole matériel absolu de cette fortune et de tout ce qu'elle avait charrié de gloire et de tragédie. Katina, seule détentrice du nom, décide de s'en séparer, révèle quelque chose que les avocats et les biographes n'articulent jamais tout à fait de la même façon. Le centre émotionnel du mythe familial avait, à ce moment précis, déjà quitté les mains de la famille elle-même. L'île reste, mais elle n'appartient plus à personne qui porte le nom Onassis. Ce qui frappe, en repositionnant ces deux événements l'un à côté de l'autre, la vente de l'île en 2013 et la fin du mariage en 2017, c'est la manière dont ils se répondent. En 4 ans, Atina perd, ou choisit de perdre, les deux ancrages qui auraient pu structurer sa vie, le lieu fondateur de la légende familiale et l'homme avec qui elle avait cru pouvoir construire une existence loin de cette légende. Après 2017, quelque chose change dans la façon dont la presse parle d'elle. Les apparitions publiques se raréfient. Les interviews cessent presque complètement. Le monde équestre, qui avait été son refuge pendant 15 ans, commence lui aussi à la voir moins souvent sur les listes de départ des grands concours internationaux. Ce retrait, encore progressif à ce stade, allait basculer en 2022 vers quelque chose de bien plus radical. Le 24 juin 2022, Atina Onassis apparaît au Longines Paris Eiffel Jumping, sous la tour Eiffel, dans une tenue de compétition, entourée de son équipe habituelle. C'est, pendant près de 3 ans, sa dernière apparition publique largement documentée. Personne, ce jour-là, ne sait encore qu'il s'agit d'un adieu, même temporaire, au monde qu'il avait vu grandir depuis son adolescence. À partir de 2023, elle cesse quasiment de concourir, cédant progressivement la monte de ses chevaux à d'autres cavaliers. Aucune explication officielle, aucun communiqué, aucune interview pour justifier cette absence. Des sources espagnoles la situent dans une propriété équestre de grand standing à Valkenswaard, dans le sud des Pays-Bas, une région connue dans le monde du saut d'obstacles pour la qualité de ses infrastructures d'entraînement plutôt que pour son exposition médiatique, où elle partage son temps avec des domaines qu'elle possède également en Belgique. Elle y vit, selon ces mêmes sources, largement coupée du circuit compétitif qui avait défini sa vie adulte pendant près de 20 ans, et tout aussi éloignée de la fondation Onassis et des cercles de la haute société qu'elle avait pourtant les moyens matériels de fréquenter sans aucune limite. Ce n'est pas un silence absolu. En mars 2024, elle rejoint le conseil d'administration du groupe Casino, le géant français de la distribution, alors en pleine restructuration financière, un geste qui montre qu'elle reste engagée, à distance, dans des responsabilités économiques concrètes, loin de l'image d'une héritière totalement retirée du monde. Mais ce sont des gestes discrets, des lignes dans des rapports d'entreprise, jamais des apparitions filmées, jamais des interviews. Puis, le 11 mars 2025, quelque chose se produit que la presse française et espagnole n'attendait plus. Atina Onassis se montre au dîner des Amis du Centre Pompidou, à Paris,
un gala organisé pour célébrer l'extension des collections contemporaines du musée. Ce n'est pas un simple dîner privé documenté après coup par une fuite. C'est une apparition publique, photographiée, commentée, qui surprend précisément parce qu'elle rompt avec près de 3 ans d'absence quasi totale des radars médiatiques. Le 6 juillet 2025, elle réapparaît une seconde fois au bal d'été du Musée des Arts Décoratifs, une soirée de gala orchestrée par la réalisatrice Sofia Coppola, parmi 300 invités triés sur le volet, vêtus d'une robe rouge fluide qui contraste avec des années de discrétion absolue. 2 apparitions en 4 mois, après 3 ans de silence total, un retour partiel, mesuré, presque expérimental, dans le monde qu'elle avait fui. Mais ce retour ne dure pas. En juin 2026, Atina Onassis présente sa démission du conseil d'administration du groupe Casino, invoquant des raisons personnelles, mettant fin à 2 années de présence dans le seul cercle institutionnel où son nom apparaissait encore. Le geste, en lui-même, aurait pu passer pour une simple sortie discrète d'un mandat parmi d'autres. Mais dans les semaines qui suivent, les observateurs remarquent autre chose, plus révélateur encore, le concours hippique qu'elle organisait et finançait depuis plus d'une décennie à Saint-Tropez, dans le cadre du circuit Longines Global Champions Tour, et qui portait son nom, l'Atina Onassis Horse Show, se déroule cette année-là sous une appellation entièrement différente. Elle a retiré son nom de l'unique événement du monde équestre qu'elle avait elle-même créé et porté pendant 20 ans. Ce n'est plus seulement un retrait de la vie publique, c'est le démantèlement méthodique du dernier lien visible entre elle et tout ce qui, dans sa vie adulte, avait porté son identité au grand jour, l'entreprise familiale d'un côté, sa propre marque personnelle de l'autre. Personne, à ce jour, n'a expliqué publiquement ce qui a motivé ce double retrait, survenu à quelques semaines d'intervalle seulement. Dans les milieux financiers français, la publication spécialisée La Minute Riche, qui a révélé l'affaire, surnomme désormais Atina Onassis, l'héritière invisible. Un surnom qui, pour la première fois depuis des décennies, ne doit plus rien à la presse people et tout à l'absence organisée qu'elle a choisie. Quant à Thierry Roussel, l'homme qui a élevé Atina loin des projecteurs et qui s'est longtemps battu, devant les tribunaux du Liechtenstein, pour desserrer l'emprise des administrateurs grecs sur la fortune de sa fille, il vit aujourd'hui en Suisse, avec Marianne Landage, épousée en 1990, entourée de la fratrie qu'Atina a rejointe très tôt. Leur relation, distante mais jamais totalement rompue, selon les rares proches qui s'expriment sur le sujet, illustre à sa manière ce que cette famille a toujours fait de mieux, préserver une forme de silence choisie plutôt que d'offrir au public le moindre commentaire. Aucune interview n'a permis à Atina Onassis elle-même de raconter, dans ses propres mots, ce que ces années de silence ont représenté pour elle, ni ce qui l'a poussée, cet été-là, à couper les 2 derniers fils qui la reliaient encore au monde visible. C'est peut-être, en soi, la réponse la plus honnête que cette histoire puisse offrir, contrairement à sa mère, dont chaque mariage, chaque hospitalisation, chaque rupture avait été commentée en direct par la presse mondiale. Atina a choisi de ne jamais expliquer son silence. Elle l'a simplement vécu, puis approfondi. Ce qui reste, au bout de cette reconstitution de plus de 50 ans, tient dans une seule image, un seul lieu. Sur l'île de Scorpios, dans un enclos de pins et de cyprès, à l'écart de l'ancienne résidence familiale, se trouvent les tombes d'Aristote Onassis, mort en 1975 à 69 ans, d'Alexander Onassis, mort en 1973 à 24 ans, et de Christina Onassis, morte en 1988 à 37 ans. Le fondateur, le fils perdu, la fille qui n'a jamais trouvé la paix, réunis au même endroit, sur une île qu'aucun d'entre eux n'a jamais vraiment quittée après leur mort. Cette île, depuis 2013, appartient à la famille Rybolovlev. Elle n'appartient plus aux Onassis. Il ne reste qu'Atina, née 3 ans avant la dernière de ces 3 morts, qui vient d'effacer, un à un, les derniers liens visibles entre son nom et le monde, sans jamais s'être exprimée publiquement sur ce que cela représente vraiment de rester la dernière personne vivante d'une lignée entièrement enterrée dans le même carré de terre,
sur une île qui ne lui appartient plus. Ce que cette histoire ne raconte pas, c'est ce que ressent une femme qui a hérité de tout, sauf de la possibilité d'être simplement anonyme. Cette question, celle d'une vie entière façonnée par un nom qu'on n'a jamais choisi et qu'on ne peut jamais poser, trouve un écho troublant dans une autre histoire, celle d'une femme répudiée, reléguée au silence, oubliée dans un appartement parisien alors qu'elle avait porté une couronne impériale. Regardez maintenant Soraya, l'impératrice répudiée qui a fini recluse et oubliée à Paris, pour comprendre ce que devient une vie entière quand le monde entier continue de vous regarder comme un symbole, longtemps après que vous ayez cessé d'exister à ses yeux comme une personne.